Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire. Nous sommes au musée d'Appert. Carte blanche à l'écrivaine Léonora Miano et son association Mahogany March pour 4 jours de représentation exceptionnelle. Premier texte de théâtre de Léonora Miano, écrit pour la parole, édition March 2012 janvier. Rencontre avec Léonora Miano pour écrit pour la parole. Suivez-moi au musée d'Appert. La voilà, tant attendue, l'écrivaine Léonora Miano. Bonsoir Léonora, comment allez-vous? Bonsoir Wanda, très bien. Alors, carte blanche au musée d'Appert du 14 mars au 24 mars. Quel est ce programme que vous présentez, vous proposez? En fait, c'est pas carte blanche à moi, c'est carte blanche à Mahogany, qui est l'association que j'ai créée avec des amis pour faire des choses un peu culturelles à Paris autour des expériences subsahariennes et afrodescendantes au sens large. Donc, puisqu'on est un peu une petite bande d'intellos avec mes copines, on propose des choses intelligentes. Voilà, donc au musée d'Appert, qui a eu la gentillesse de nous accueillir et d'accepter tous nos contenus, nous proposons une série de 3 conférences. D'abord le 16 mars sur la figure féminine dans le cinéma d'Ousmane Sembène. Le 17 mars, une conférence intitulée Black in Blue, basée sur le film Le passage du milieu de Guy Deslauriers, une conférence qui traitera de la construction de l'identité antillaise vue à travers ce film. Et une 3e conférence sur la figure de Dieu dans le mouvement Rasta. Voilà, et ce soir, 14 mars, une scène slam autour du thème Afropéa. Voilà, donc les artistes qui viennent vont proposer des créations originales sur ce sujet imposé par moi-même. Et en préambule, j'offre au public une petite lecture, voilà, de mon dernier opus. Alors, c'est bien 4 manifestations exceptionnelles. Exceptionnel est bien le mot, je suis d'accord. Léonora, vous débutez la soirée par une lecture, l'extrait de vos écrits pour la parole 1 et 2, la forme et le fond pour ce recueil de monologues. Alors, la forme, vous venez de le dire, c'est 2 séries de monologues qui ont la particularité de faire parler, on va dire, puisque ce sont des écrits pour la parole, de faire parler ce qui généralement est intérieur au sein de la population noire de France. Donc, on a une espèce de panorama non exhaustif de ce qui habite ces gens et qu'ils n'expriment pas habituellement, que ce soit concernant leur vie intime ou l'état de la société. Voilà, ce sont des tranches de pensée, des tranches de vie. On comprend bien que d'ailleurs les voix qui s'expriment sont saisies à un instant T de leur parcours et que la pensée qu'on entend peut tout à fait évoluer plus tard. Voilà, donc pour dire les choses de manière simple. 4e de couverture, vous faites une confession presque biblique de l'ordre à la morale. Qui sont ces vaincus? C'est pas moi qui me charge la 4e de couverture, il faut questionner l'éditeur. En général, je suis pas d'accord avec mes 4e d'ailleurs. Mais voilà, l'extérieur du livre appartient à l'éditeur et l'auteur se prononce. J'étais d'accord pour qu'on la publie parce que j'avais pas de meilleure idée. Mais enfin, si vous voulez, ça fait référence à un des monologues où il est question de la descendance des vaincus. Dans ce texte-là, les vaincus sont ceux qui ont été dominés, colonisés, déportés, enfin tout cela. Ça ne signifie pas que ce soit leur statut de toute éternité. Ces peuples ne sont pas nés vaincus et ne sont pas voués à le demeurer. Les premières pages, un extrait du livre du président Barack Obama, Les rêves de mon père. Alors, l'écriture, l'avez-vous écrit au présent, cette interrogation de couleur de peau qui fait référence à l'histoire et préhistoire?
Si je l'ai écrit au présent, je ne comprends pas bien votre question. L'avez-vous écrit au passé ou au présent? Parce que vous faites référence à l'histoire. En plus, vous prenez un texte de Barack Obama, Les rêves de mon père, et après vous déclinez sur une interrogation de couleur tout en faisant référence à l'histoire et la préhistoire. Alors c'est écrit au présent ou pas? C'est écrit au présent, mais la voix qui s'exprime a des réminiscences de son passé, de sa petite enfance. C'est ce texte-là qui commence l'ensemble est une réflexion en fait sur la manière dont une individualité se construit en situation de minorité. Et évidemment la couleur de peau noire est très évoquée dans ce texte, mais je dirais que la blanchité est évoquée aussi, mais in absentia, ce qui la rend certainement plus prégnante pour les gens qui sont sensibles et qui savent lire entre les lignes, puisqu'il n'y a pas de il y a pas de question noire sans question blanche, même si cette dernière n'est jamais posée. Et pourquoi Les rêves de mon père de Barack Obama? Pourquoi commencer, débuter? Ça m'a interpellé, moi, ces quelques phrases. Moi, j'ai lu ce livre et j'ai trouvé très intéressant dans ce livre que Barack Obama, qu'on ne présente en France que comme métis, se présente lui comme noir et disent nous les noirs quand il parle. Et il avait une réflexion sur les raisons pour lesquels, d'après lui, les Noirs aiment tellement être entre eux, et c'était totalement à propos avec ce que je voulais raconter, qui est le fait que cette histoire d'être noir, c'est pas tellement une histoire de couleur au fond. C'est aussi une histoire de mémoire, c'est aussi une histoire d'attachement à une communauté, à son expérience. Il y a des personnes extrêmement claires de peau et qui savent que, quand on fait les tests ADN aujourd'hui aux États-Unis, on leur dit parfois votre héritage, en réalité biologique, est plus européen. Mais ces personnes se définissent malgré tout comme noires parce qu'elles sont attachées à l'expérience d'une communauté particulière. Donc ça va bien au-delà de la couleur et de la biologie, ces questions-là. Et on en parlera un peu ce soir. D'où ma question de l'histoire et de la préhistoire, d'accord, de cette couleur, d'accord? Donc on s'est compris, je crois. Oui, je pense qu'on s'est compris, mais de toute façon, il n'y a pas de présence en quelque chose qui a engendré le présent, hein. Et voilà, parler de soi au présent, c'est se souvenir de ce qu'on a été, mais aussi, voilà, imaginer ce qu'on peut devenir. Donc moi, je ne sépare pas trop ces temporalités. Je pense qu'elles sont souterrainement liées de toute façon et de manière assez puissante. Alors ce recueil de monologues, en partant d'une série d'histoires personnelles, la première partie du recueil nous plonge dans l'intimité des personnages afropéens. Alors qui sont-ils ? Et quelles sont toutes ces intrigues et interrogations de ces afro-européens, comme vous dites, c'est bien? Pas que, afropéens comme on veut, caribéens aussi, français surtout. Voilà, c'est la population noire de France qui est là avec toutes ses tribulations intimes, ses avis sur les questions politiques du moment, sur le climat aussi, le vivre ensemble qui semble un peu compromis en ce moment dans le pays. Voilà, un peu toutes les préoccupations qu'on peut imaginer, des personnes qui peuvent s'exprimer sur leur rapport à l'Afrique ou pas, sur les vieilles femmes, les femmes qui vieillissent aujourd'hui et qui sont arrivées par le Bumidum et dont on ne parle jamais. Vraiment, j'ai voulu ces textes comme vraiment des instantanés, une espèce de grand album photo où on verrait toutes ces figures qu'on voit jamais la plupart du temps, et surtout où on les entendrait, on les voit, mais surtout on les entend. Parce qu'elles sont pas tellement écoutées, leur parole n'est pas tellement recueillie. La seconde partie, c'est les tribulations de femmes noires et françaises en quête de justice, d'égalité et d'amour, pour cette deuxième partie, ces tribulations. Disons que la deuxième partie est plus axée sur la figure féminine, parce qu'il se trouve que depuis peu, j'accepte avec bonheur mon être féminin, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc voilà. Mais pour ce qui est de la question politique ou mémorielle,
c'est pas tellement important que ce soit des femmes. C'était simplement une manière de traiter aussi les questions de façon peut-être un peu plus ouverte, parce que la figure féminine est toujours plus fédératrice. Mais il n'y a pas de vraie différence pour moi. C'est toujours ce même propos de dévoiler l'intériorité de ces personnes qui restent méconnues dans leur société de référence. Égalité et d'amour aussi? Oui, bien sûr, mais comme pour tout être humain. Page 15, Monnerville. Quelles sont les métaphores du pourquoi dans ce texte? Pourquoi ceci, pourquoi il n'est pas président? Enfin, il y a beaucoup de pourquoi. Quelle est cette métaphore? Mais il n'y a que des pourquoi, en fait. Vous vous posez pas la question, vous, de pourquoi il n'est pas devenu? Lui qui aimait tellement la France, et qu'il aimait tellement, qu'il la défendait même avec une mauvaise foi parfois, tellement il l'aimait. Pourquoi est-ce qu'on l'a traité lui comme ça, mais lui et d'autres? Je l'ai choisi lui parce qu'il me semble que c'est une figure importante et que je trouve très curieux, qu'il soit pas dans les livres d'histoire de son pays, ce serait quand même la moindre des choses. Il va pas devenir président là en 2012, la question est réglée, mais de l'évoquer, voilà, c'est ça, c'est qu'il soit au moins mentionné dans les pages d'histoire et que les petits-enfants de ce pays, quelle que soit leur couleur, aient aussi cette référence-là et connaissent ce nom. C'est important. Et quelle est la réponse de ce pourquoi dans cette métaphore? Pourquoi? À votre avis, la réponse c'est quoi, Wanda? Non, mais c'est vous, Léonora. Moi, je n'ai plus d'avis, le texte ne m'appartient plus, il est donné au lecteur qui l'interprète. Donc vous me direz, relisez-le et venez me dire, j'attends. Être noir est de l'ordre de la mémoire et non de la catégorie biologique naturelle, comme vous avez dit tout à l'heure, et de l'ADN. Je vais prendre en référence le texte, page 67, Les yeux de nos pères. Oui, mais alors les yeux de nos pères, c'est quelque chose de très particulier sur des figures paternelles souvent immigrées, qui n'ont pas réussi à s'adapter à la vie d'ici, qui ne leur a pas apporté ce qu'ils en attendaient, et qui, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient de la vie, ont mal aimé leurs enfants. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas les aimer, mais c'est qu'eux-mêmes avaient été probablement trop abîmés, souvent. Et puis en fait, voilà, le texte présente différentes figures d'hommes, leur défaillance, leur légèreté, mais j'espère aussi que c'est un texte qui sait les aimer et qui montre leur fragilité. Je ne sais pas si la couleur est tellement importante ici. Je pense que les immigrés d'Europe centrale ou du Maghreb peuvent vivre exactement les mêmes choses. Léonora Miano, il y a eu des pièces de théâtre historiques qui ont fait entendre des cris étouffés de ce monde, de rendre audibles les paroles proscrites. Qu'est-ce qui fait la différence avec votre premier texte théâtral, dans la trame et dans sa matrice? Tu sais, moi, je ne me suis pas posé la question de faire la différence. J'ai besoin d'écrire quelque chose qui ne soit pas un roman, qui ne soit pas une nouvelle, parce que j'avais envie d'une parole portée, j'avais envie d'une relation immédiate avec le public. Et j'ai écrit vraiment poussé par, on va dire, un grand agacement dans le climat actuel dans le pays. J'ai l'impression, moi, qu'on n'a jamais été aussi insulté que depuis 5 ans, qu'on n'a jamais entendu une parole raciste aussi assumée, aussi extrême parfois. Ça m'inquiète et je me suis posé la question à un moment donné de savoir, en fait, mais qui sont ces gens dont on parle? Ces gens dont on nous dit qu'on va les déchoir de leur nationalité, ces gens dont on nous dit qu'ils sont dépositaires de culture qui ne peuvent pas s'assimiler à la culture française, qu'ils sont là que pour gruger les allocations, qu'ils embêtent tout le monde avec leurs histoires leurs revendications mémorielles. Qui sont-ils en réalité? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui les anime? Si on voulait les entendre, les écouter, qu'est-ce qu'ils diraient? Je me suis pas tellement posé la question de savoir quelle différence avec peut-être même des travaux que je ne connais pas. Il est heureux qu'il y en ait eu, mais cela a-t-il suffi? Léonora, est-ce que vous vous êtes mis en situation pour certains des textes, dans les écrits de la parole? Vous êtes rentré en situation de personnage, de vous-même, un effet de miroir? Quelquefois,
quelquefois, mais comme toujours, je vois pas comment on peut écrire autrement, hein. C'est un peu comme un comédien, il faut vraiment se projeter, il faut se mettre à la place du personnage, sinon il n'est pas vrai. Donc, et ces textes-là, je les ai écrits en très très peu de temps, assez vite, en pensant, voilà, à des moments vécus par moi-même ou par d'autres. Donc c'est venu assez aisément, hein. Mais j'écris toujours en me projetant dans les personnages, même dans les méchants, même dans ceux qui me ressemblent pas. À quoi ça sert d'enseigner l'histoire des grands empires subsahariens aux petits Français si on ne leur dit rien de la présence noire en France? S'ils ne connaissent pas les chaînes de la mulâtresse solitude, les Saramacas de la Guyane, Félix Éboué, la police des Noirs au XVIIIe, la Jeanne Duval, Emma Baudelaire, Gaston Monerville, à quoi ça sert de leur dire qu'il y eut des royaumes, des pyramides à Méroé, des reines guerrières dans l'ancienne Angola, où la loi salique n'avait pas cours, des Amazones du Dahomey, un grand Congo, un Monomotapa, des rois Mossi, Ashanti, Zoulou, un grand enclos du Zimbabwe, des églises monolithes en Éthiopie déjà au Moyen-Âge, l'origine du monde à Ile-Ife. À quoi ça sert si le corps découpé de Sargi, les os humains, l'exposition coloniale? À quoi ça sert si ce n'est pour leur apprendre qu'ils descendent de puissants qui surent terrasser des peuples qui avaient eux aussi créé de la beauté? C'est comme jouer aux Indiens après les avoir effacés. Ils ne veulent pas voir disparaître le monde connu. Les assimilationnistes, les opposants au multiculturalisme, c'est ça qu'ils craignent. La perte des repères, que tout change, qu'on n'ait pas le choix. Que ce soit ça ou disparaître, que la langue se transforme, les visages aussi, la substance profonde, que le pouvoir et même la peur changent de camp. Pas tout de suite, un jour prochain. Que le nom de France est un autre contenu, le vrai, celui qui relie l'Hexagone à la Caraïbe, à l'Amérique du Sud, celui qui l'a planté dans l'océan Indien, celui qui s'est rendu en Afrique, celui que l'Afrique a touché, imprégné. Qu'on soit français en réclamant maintes allégeances, bien des appartenances, qu'on dise la nation trop petite, trop étriquée pour définir ce qu'on est. Ils veulent préserver le monde connu, son rayonnement, sa puissance. Et on les comprend, car les classes affaiblies, le plus terrible pour les vaincus, pour la descendance des vaincus, ce n'est pas la défaite. Ce n'est pas tant la défaite que de constater avec une amertume sans cesse accrue que les vainqueurs, les descendants des vainqueurs, sont de bien tristes cires qui baragouinent le français, ne prient pas ce Dieu au nom duquel les divinités du pays premier furent jetées aux ordures. Le plus terrible pour la descendance des vaincus, c'est de devoir accepter l'idée que leurs aïeux aient été subjugués, humiliés, dominés, injuriés, écrasés, massacrés par des prestidigitateurs, des menteurs. Ils étaient roublards, armés jusqu'aux dents, sans scrupules, même quand ils parlaient du Christ, mais enfin, ils ne pouvaient tout simplement pas être plus grands que ceux qu'ils ont engendrés, qui baragouinent le français, ne prient pas leur propre Dieu, ne sont pas si élégants que ça, ni même tellement raffinés. Ce n'est pas la défaite le pire, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur victoire, ce qu'elle a coûté en vies humaines, en civilisations détruites, en futurs avortés, en traumatismes innommés, en déchirures à trimballer où qu'on aille maintenant, et qu'ils mentent encore, et qu'ils trichent encore,
et qu'ils abusent encore dans tous les sens du terme. Le pire. Le pire. Le pire, c'est qu'il n'ait rien fait, rien ou si peu, du fruit de la longue spoliation, attendu que chez eux, le cœur des villes grouilles d'humains qui mangent à même les poubelles n'ont nulle part où aller, aucun avenir, strictement aucun. Le plus terrible pour les vaincus, pour la descendance des vaincus, ce n'est pas tant la défaite, c'est d'avoir été piétiné pour rien. Sa voix s'éraille quand elle dit que l'âme, le cœur, la voix, la parole, l'âme, le cœur, l'esprit, les archétypes, l'âme des subsahariens ont été dérobés. C'est pour ça qu'on tangue. C'est ce qu'elle dit. Ils nous ont pris la direction et le chemin. La direction et le chemin. La direction et le chemin. C'est pour ça qu'on s'égare. C'est ce qu'elle dit. Ma grand-mère, je vais la voir là-bas. Je pense. Elle me fait penser au crâne de Geronimo que les Apaches réclament toujours. Je ne veux pas choquer en le disant. Je ne veux pas choquer en disant qu'il est ardu, voire impossible, dans le contexte actuel. Je ne voudrais pas choquer, d'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance. Mais je pense que le climat ne permet pas, qu'il interdit même. Le climat qui prévaut en France aujourd'hui, ce climat-là, mais aussi l'histoire d'où nous venons tous. Enfin, un tas d'éléments compliquent ce type de projection. Plus on nous les impose, plus elles sont difficiles. J'hésite à le dire et je veux m'excuser d'être enraciné dans l'histoire, d'avoir jailli de cette histoire ténébreuse, peu glorieuse. On ne peut pas trop en parler. On doit tout ravaler, refouler. Il est ardu, voire impossible dans le contexte actuel, mais aussi parce qu'il y a l'histoire et ses représentations, l'histoire et ce qu'elle a imprimé dans les esprits, l'histoire qu'on sait sans la dire et la réalité qui en découle. Ne pas choquer. Je demande pardon. 1000 fois pardon d'être. Mais je vois mal comment une femme noire pourrait... D'ailleurs, si on inversait la proposition, on se rendrait compte qu'une blanche non plus ne peut pas. Elle ne peut pas vraiment s'identifier à une noire. Elle parviendrait peut-être à comprendre la femme, étant donné qu'en France, aucune femme, noire ou blanche, n'a la stature d'une Oprah, ce qu'il convient de méditer. Mais elle ne comprendrait pas la noire. Nous le voyons tous les jours avec nos amies blanches. Il y a des choses qu'elles ne saisissent pas, des sujets qui les agacent. Or, la noire est là, avec l'histoire. La couleur n'est pas sans histoire, sans cette histoire. En France, la noire est fille de figures problématiques. Je ne veux pas choquer, blesser, cliver, culpabiliser, égratigner la paix, écorcher la tranquillité, mais quand même, il faut bien voir que la femme noire de France n'a eu pour se rêver, s'élever, que les bananes, les grimaces, les roulements d'yeux de Joséphine, la nudité mise en cage de Grace, qui n'était pas française. Les Françaises noires n'étaient pas assez bien. Je ne veux pas choquer en précisant qu'il leur a fallu jouer les sauvages. Il leur a fallu jouer les sauvages pour arriver en haut de l'affiche. Il leur a fallu jouer les sauvages et moustiller le désir malsain qu'on avait de la sauvage pour arriver en haut de l'affiche.
Il leur a fallu jouer les sauvages, émoustiller le désir malsain qu'on avait de la sauvage pour arriver en haut de l'affiche et gagner leur galon d'icône. 4 rendez-vous exceptionnels du 14 mars au 24 mars au musée d'Appert pour que subsahariens et afro-descendants échangent et se rencontrent. Merci à Léonora Miano, écrit pour La Parole 1 et 2, édition Arche, parution janvier 2012. Merci au musée d'Appert, merci à l'équipe qui m'accompagne. Évasion littéraire, rendez-vous la semaine prochaine.